Merci, merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être là et d'avoir cette discussion. Euh, bon, alors, numérisation du monde, on m'a demandé de faire un petit, un petit topo, évidemment, c'est absolument impossible. Nous sortons tous d'une période qui nous a tellement montré, rendu sensibles, visibles, problématiques et en même temps parfois heureux aussi, que la communication à distance était importante, que évidemment et que les communications du coup numériques, son usage informationnel, communicationnel était important. Comme je ne peux pas aborder évidemment tous les sujets en quelques minutes comme ça, je voudrais vous faire part finalement d'une sorte de sentiment d'un chercheur qui travaille sur ces questions depuis, j'ose pas dire, mais depuis l'arrivée du web en réalité dans les années 95. Sur un changement d'atmosphère, voilà, très, très fort dans le monde de la recherche que je connais, mais aussi dans nos représentations, dans le discours que les médias ont sur la grande transition numérique et la grande transformation numérique. Et essayer de vous faire passer un message qui est un peu ambigu, et moi je me trouve toujours dans une situation assez ambiguë sur ces questions, c'est qu'on est passé de très grandes espérances à une très grande frayeur. Et le message que je voudrais essayer de vous faire passer, c'est que bon, cette révolution, évidemment, elle est incroyablement transformatrice. Et que du coup, elle a des effets à tous les niveaux, en réalité, de nos sociétés. Hein, de la surveillance des États aux transformations des marchés économiques, aux transformations des systèmes d'information, aux transformations des relations de la sociabilité, aux transformations des relations dans la famille et aux transformations même du sujet lui-même, hein, addict aux écrans ou accrochés aux écrans ou retransformant nos vies. Donc quelque chose qui traverse la société comme ça de haut en bas ne peut évidemment que susciter des discours qui vont d'un côté ou de l'autre avoir des polarités très très fortes. Mais le message que je voudrais dire, c'est que il est probable qu'on a trop espéré, mais il est probable aujourd'hui qu'on est trop en panique sur ces questions du numérique et que donc une sorte de position plus intermédiaire, plus réservée, plus nuancée aussi à l'égard de certains des discours publics qui sont tenus sur le numérique sont sans doute importants. Alors, comment est venu et puis ensuite, je voudrais vous entrer quand même pour avoir un sujet un peu solide, pour pas vous dire rester comme ça un peu aérien, rentrer dans les débats plus liés à l'information, à la désinformation et aux nouvelles initiatives qui peuvent arriver aujourd'hui dans le monde numérique. Pourquoi l'atmosphère a changé? Si on se replace à la naissance d'Internet, c'est-à-dire dans les années 80, 70-80, puis du web dans les années 90, l'esprit était incroyablement positif autour du numérique. Les espérances ont été incroyablement forte. Nos sociétés ont sans doute investi dans cette technologie un imaginaire qu'on pourrait dire libertaire, un imaginaire de libération de la société civile qui a été incroyablement fort. Libération de l'expressivité, tout d'un coup, tout le monde pouvait s'exprimer, potentiellement, hein, tout le monde ne le faisait pas, mais tout le monde pouvait s'exprimer, blog, réseaux sociaux, expression personnelle. L'espace médiatique allait être désenclavé. Alors, souvenez-vous, les plus anciens ici dans cette salle se rappellent toutes les critiques qu'on faisait à l'égard des médias de masse, qui étaient des gatekeepers qui fermaient avec une sorte de pensée unique, qui empêchaient les médias alternatifs de pouvoir exprimer d'autres perspectives et d'autres voix. Tout le monde pouvait devenir média, disait-on. De nouvelles formes aussi de coopération. Et ça, je pense qu'au cœur même, en réalité, si on cherche un esprit politique à l'aventure numérique qu'on a traversée, l'idée de l'échange, l'idée de la coopération, l'idée de construire des réseaux, des communautés, des sociabilités par le bas, sans qu'elles nous soient imposées et ça va être un problème, par des institutions traditionnelles, a été au cœur de l'aventure numérique. Wikipédia en est l'exemple sublime, hein, dans cette affaire. Et avec l'idée de construire par le bas des communautés, l'idée que c'est la curiosité qui nous guide. C'est que d'une certaine manière, le numérique nous connecte à d'autres que nous ne connaissons pas, des centres d'intérêt que nous souhaitons découvrir. Et l'idée de partir à l'aventure, de surfer, comme on disait à l'époque, était centrale. Une manière de court-circuiter le pouvoir institutionnel. Le numérique est né en réalité contre la société fordiste, on pourrait dire. Il a fait sortir le monde fordiste des sociétés un peu verticales, un peu patriarcales, un peu mandarinales. On peut horizontalement essayer de fabriquer des collectifs sans avoir à passer par les formes traditionnelles de la représentation, des représentations intermédiaires.
Et puis, une nouvelle forme aussi d'action politique, et on l'a vu, je ne vais pas entrer dans ces débats, qui est venue avec le numérique. Alors, voilà, c'est une sorte de projet. Moi, pour le qualifier, je dis toujours que c'était en fait, d'une certaine manière, cette idée de donner à la société des individus connectés une sorte de pouvoir nouveau dans l'équilibre des relations entre un citoyen ou un individu un peu passif et puis des grandes institutions qui parlaient à cet individu de façon passive. On l'a beaucoup vu dans la politique, c'était vraiment l'idée de changer la société sans prendre le pouvoir, qui était le slogan des formes d'action numérique. Ça a basculé. On ne dit plus ça aujourd'hui. Tout ce que je viens de vous dire, il y a très peu de gens pour le rappeler, cette espérance présente dans le numérique. Et si on cherche une date, voilà, alors c'est un peu simpliste ce que je dis, mais il me semble qu'il y a 2 événements qui ont été majeurs dans les représentations. C'est les révélations d'Edward Snowden en 2013 et la succession. On a eu une succession en 2016 qui a été Brexit, Trump, Bolsonaro. Et que là, tout d'un coup, cette chose qui devait libérer l'expressivité, on s'est mis à se dire que non, les internautes, finalement, ils ne sont pas très expressifs et ils sont plutôt aliénés, manipulés, ils sont addicts, ils ne sont pas très imaginatifs et finalement, quand ils s'expriment, ce n'est pas toujours le meilleur qu'on puisse entendre. C'est un discours qu'on entend fréquemment. Désenclaver l'espace public, finalement... on a vu apparaître toute une série de discours qui sont liés à la possibilité nouvelle donnée par le numérique de pouvoir s'exprimer, dont on pense qu'ils ne sont pas nécessaires, pas très intéressants, un peu bavards, éventuellement dangereux, éventuellement complotistes, éventuellement... Bon, je ne continue pas, mais vous voyez que finalement, une sorte de déception à l'égard des formes de l'expressivité qui avaient été ouvertes par le numérique. On disait beaucoup, la coopération, c'est la curiosité, c'est s'ouvrir aux autres. Le terme qui était central, et je vois Florence là qui s'en souvient bien, c'était les communautés. On peut fabriquer sa communauté, on peut choisir les gens avec qui on discute, on peut partir à l'aventure. Aujourd'hui, quand on dit ça, on nous dit non, ce n'est pas des communautés, c'est des bulles de filtre. C'est des chambres d'écho. Les gens s'enferment dans des groupes. Ils sont en train de se segmenter, ils sont en train de se différencier. Ce qu'on avait valorisé comme communauté est aujourd'hui devenu une sorte de prison dans laquelle les gens échangent des idées qui leur sont communes et qui ressemblent à leurs propres a priori et s'enferment dans des espaces communautaires qui les rendent insensibles, aveugles à des réalités externes qui pourraient contredire les propres préjugés qu'ils développent à l'intérieur de leur chambre d'écho. Et puis l'action politique, qui avait été valorisée comme une forme de, finalement, de revivification de la société civile, de nouveaux espoirs, et les grandes révolutions du Maghreb des années 2010 avaient montré ces phénomènes, et beaucoup d'autres de ce type-là, les mouvements Occupy, les mouvements des places et d'autres. Aujourd'hui, une partie de ces mouvements politiques sont aussi parfois incertains, et beaucoup viennent dire que ça soutient plutôt des actions de type, je mets plein de guillemets dans cette affaire, populiste, contestataire, et que finalement on court-circuite constamment les autorités. Et que cette société civile qui s'est connectée entre individus, elle a eu pour effet principal aussi, dit-on, de défaire les institutions intermédiaires qui étaient les partis politiques, les syndicats ou certaines ONG qui pouvaient représenter des causes par des formes beaucoup plus spontanées de mobilisation dans l'espace public. Et certains diront, mais j'entre pas dans ce débat, mais peut-être que tout à l'heure on y reviendra, c'est dans les années du début de l'ère des pionniers du web, les mouvements qui étaient les plus encouragés par le numérique étaient plutôt des mouvements transnationaux, des mouvements qui étaient sur des causes d'émancipation, qui étaient des mouvements, j'allais dire, de gauche, comme ça je vais rapidement, et qu'aujourd'hui, effectivement, l'extrême droite connaît et utilise très fortement et activement les réseaux sociaux, et qu'on a aussi un changement d'orientation politique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais essayer de vous proposer 4 explications qui sont franchement très générales. Donc, c'est vraiment pour ouvrir le débat. La première, c'est que c'est un phénomène classique. C'est-à-dire, on a une technologie qui entre dans notre société. Elle est marginale. Elle attire à elle un public très spécifique. Et si on regarde ce public que j'ai évoqué dans ma première représentation, il est plutôt blanc, il est plutôt masculin, il est plutôt diplômé, il est plutôt européen et nord-américain.
il va mettre en place ce modèle, cette représentation assez libertaire, ouverte, innovante, créative de la coopération. Le numérique, aujourd'hui, s'est massifié. Il s'est massifié grandement. Et je pense que si on ne tient pas compte de ce facteur démographique, un sociologue est toujours là pour dire « Attendez, ils étaient combien et on est combien aujourd'hui ?» Voilà, on est passé de quelques centaines de milliers ou quelques millions à quelques milliards d'utilisateurs. Il est rentré dans nos vies. Massifié, ça veut aussi dire démocratiser. Mais quand ça démocratise, ça veut dire que ça aussi, ça banalise, ça routinise, et ça va être le premier centre, à mon avis, le premier facteur d'explication de cette affaire, c'est que le numérique ne représente plus cette sorte d'ailleurs nouveau, projeté vers un futur et l'innovation. En fait, il nous ressemble. Il nous ressemble de plus en plus. Il est de moins en moins cet espace autre, différent de la vie réelle. La vie réelle et la vie numérique se sont complètement accrochées l'une à l'autre. Et beaucoup des choses qu'on reproche aujourd'hui au numérique sont en fait des choses qu'on reproche à nos sociétés. Parce qu'il s'est tellement encastré dans nos sociétés qu'une partie des troubles, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, sont en réalité des troubles, des problèmes de nos sociétés. Deuxième explication, je n'insiste pas là-dessus, vous la connaissez par cœur, elle est là partout, mais elle est complètement centrale, c'est que des mécanismes de marché très très forts se sont mis en place dans le monde numérique pour donner à quelques entreprises un pouvoir mondial absolument majeur et massif sur l'économie du numérique, et que d'une certaine manière elles ont restructuré cet espace ouvert, divers, polyphonique, qui était l'espace du web des pionniers, en un espace dans lequel nous sommes tous sur les mêmes plateformes. Et ces plateformes gagnent trop d'argent, ne payent pas assez d'impôts, utilisent nos données personnelles et tuent l'innovation. On se le disait tout à l'heure, mais je voudrais vraiment le redire. Ces plateformes qui ont été incroyablement innovantes dans l'époque des années 90, aujourd'hui bloquent l'innovation des petits et des nouveaux acteurs. Vous connaissez l'affaire, dès qu'il y a une bonne petite entreprise qui a trouvé une bonne idée, Google et Facebook vont aller la racheter. Et la racheter pour la faire taire, en fait. Donc on a aussi bloqué l'innovation dans le monde numérique. Le troisième facteur d'explication, il est plus technologique, mais parce que c'est une chose moi, qui m'importe beaucoup, c'est que d'une certaine manière, dans les années 90, produire une innovation dans le monde du web, c'était assez simple. Voilà, il fallait savoir coder, il fallait savoir faire des sites web, il fallait une sorte d'agilité et d'habileté et des compétences, mais ces compétences ne demandaient pas des moyens absolument importants et des investissements colossaux. Et on connaît toute l'histoire de ces fameux GAFAM. Hein. Ils sont partis de pas grand-chose et ils ont eu des investissements forts au départ, mais ils n'avaient pas besoin de ce qui aujourd'hui est en train de créer une véritable empreinte sur les mondes numériques, qui est lié aux technologies et qui est lié à l'intelligence artificielle. Hein. Ça demande des investissements absolument massifs. Ça demande des calculateurs absolument... des puissances de calcul extrêmement fortes, et ça demande des bases de données absolument colossales. On ne peut plus le faire tous. D'une certaine manière, le pouvoir d'innover qui s'était distribué à la périphérie du réseau, en disant à chacun, bah, tu peux créer une innovation, il est aujourd'hui complètement recentralisé. Il est recentralisé parce que les capacités d'investissement dans l'innovation technologique, notamment dans l'intelligence artificielle, se sont recentralisées. On est passé d'une certaine manière du do-it-yourself aux grandes bases de données de l'IA et d'une IA qui évidemment peut faire peur, mais je n'entre pas dans ces débats. Alors, la conclusion de ces explications, c'est que d'une certaine manière, le web nous ressemble de plus en plus et il amplifie les traits de nos sociétés. Alors, je voudrais essayer de le décrire là un peu plus concrètement en prenant un débat qui est central et qui, à mon avis, nous concerne tous et vous concerne tous, qui est celui de l'espace informationnel qu'a créé le numérique. Parce que si on écoute la promesse du numérique, bah, c'était plus de voix, plus de médias plus divers. C'était un facteur à la fois de démocratisation et de diversité des perspectives et des points de vue qui étaient apportés dans l'espace public, donc quelque chose qui était important. Et c'était aussi plus de créativité dans les formats, dans la manière de mettre en forme l'information, dans la manière de raconter le monde. Une exigence politique, démocratique, journalistique qui était très très centrale dans les années 80. Rappelez-vous, on disait la télé, la radio ferment la porte à des médias alternatifs qui décrivent et qui donnent
description du monde beaucoup plus vivace, beaucoup plus forte, beaucoup plus éventuellement critique, beaucoup plus innovante, beaucoup plus liée à des expérimentations sociales. Mais tout ça, ça passe pas dans le tuyau des grands médias mainstream qui ferment la porte à ces espaces. Là aussi, vous voyez bien les débats contemporains, on nous dit absolument le contraire. Hein. On nous dit maintenant on est désinformé, alors avec toujours des paradoxes, c'est-à-dire on dit à la fois on voit trop peu d'informations et par ailleurs il y a beaucoup trop d'informations. Cette information n'est pas de bonne qualité, cette information ne nous enrichit pas, cette information peut être douteuse, cette information peut être manipulée, cette information peut éventuellement chercher à fabriquer des groupes d'opinion associés à des croyances erronées, douteuses, fausses ou dangereuses qui viendraient menacer l'espace public. Cette information nous fragmente et serait en train de créer une sorte de grand désordre dans le marché dérégulé de l'information. Alors, je voudrais apporter 4 petites tendances assez solidement appuyé par les travaux de recherche sur les questions de la désinformation, pour vous dire, bon, en réalité, on exagère. On exagère cette panique. On s'est mis en panique sur cette question des fake news. On n'a pas exactement ça dans les résultats. Ça ne veut pas dire que tout va bien, hein, mais on n'a pas exactement ça. Premier résultat central, et on n'a pas exactement ça parce que quand on fait des études sur ces questions, évidemment, ce qu'on observe, c'est que le système informationnel qu'on a, il ressemble aussi aux formes de nos sociétés. Et on impute trop facilement au numérique, à Facebook, aux acteurs une responsabilité dans laquelle nous sommes tous un petit peu engagés, et les acteurs du secteur le sont aussi. La première, c'est qu'on nous dit toujours le problème central, c'est la fragmentation idéologique de nos sociétés que les réseaux sociaux et le numérique ont encouragé. Ce n'est pas complètement faux, mais en réalité, la vraie dimension centrale, et je pense que vous y êtes très attentifs dans vos actions, c'est qu'il reste toujours une inégalité d'accès à l'information. La vraie crise, c'est qu'en réalité, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à l'information, et j'aurais tendance à dire qu'ils s'intéressent trop, voilà, ils se passionnent trop pour l'information, et du coup, ils colportent un peu n'importe quoi. Mais il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas à l'information. La vraie fracture, ce n'est pas la fracture entre des idéologues qui distribuent entre eux, mais c'est aussi qu'il y a encore un accès très inégal, un intérêt très inégal pour l'actualité et pour l'information. La deuxième, c'est l'affaire de bulles de filtre et de chambres d'écho. Alors là, je vais vous dire un truc un peu provoquant, mais c'est qu'on entend ça partout, les médias font des tonnes là-dessus, tout le monde est inquiet, les gens s'enferment dans des bulles de filtre sur Internet. On a beau faire des recherches dans tous les sens, la bulle de filtre, on ne la voit pas. Voilà, elle est complètement percée. Plus on utilise Internet, essayez de retenir ça, c'est un effet bon, voilà. Plus on utilise Internet, plus on accède à des informations de sources différentes. Voilà. Et on s'est mis pourtant dans cet imaginaire de l'enfermement dans des bulles. Quelqu'un qui s'informe sur Internet a accès à des informations plus diverses que quelqu'un qui n'utilise pas Internet et qui utilise les médias classiques. C'est classique. Et cette idée de la bulle, vous voyez, dans l'idée de la bulle, il y a l'idée qu'on s'enferme dans une sorte d'espace idéologique, que du coup, on n'est plus ouvert à une voix contraire ou adverse qui viendrait corriger ou rectifier des opinions erronées. En réalité, plus vous êtes idéologisé, plus vous êtes au courant des informations de vos adversaires. Et donc, en fait, la mécanique de la bulle est plutôt une mécanique agonistique, une mécanique de la recherche du conflit permanent, du conflit attisé très fortement. Je n'entre pas plus dans ce débat, mais vous me le direz, on pourra en discuter éventuellement plus tard. La troisième chose qui est beaucoup dite, qui est à la fois vraie, mais en même temps, notre insistance sur cette question est si forte qu'elle en devient fausse, c'est l'idée que nous sommes soumis à l'ordre des algorithmes. Les algorithmes sont partout. Les algorithmes ont des effets de sélection, de calcul, de préférence dans le fil d'actualité, dans le choix que vous faites sur Google. Ils ont effectivement des effets très, très forts sur la sélection, la hiérarchisation d'une information qui est si abondante que si nous n'avions pas ces algorithmes, en réalité, on ne pourrait même pas utiliser Internet parce qu'on serait complètement perdu dans une sorte de chaos complet d'information. Alors, ils agissent sur nous, ils structurent l'information. Mais je ne sais pourquoi, enfin si, je sais, j'ai des interprétations, mais nous nous sommes mis dans la tête qu'ils décidaient pour nous, que nous choisissions constamment les recommandations
qu'ils nous font, que d'une certaine manière, l'individu, l'internaute, n'était pas suffisamment agile, n'avait pas assez d'esprit critique ou de capacité de curiosité pour ne pas faire exactement ce que lui recommande l'algorithme. Alors, vous savez tous que, bon, il nous dit ça, mais il y a aussi ça qui m'intéresse, etc. Et c'est ça qu'il faut encourager. Et la réalité, c'est qu'il structure l'information, il le structure sans doute trop, il faut absolument les réguler, et surtout, il faut auditer la manière dont ils fonctionnent, mais qu'en réalité, ils produisent aussi. Nous ne sommes pas aussi manipulés par les algorithmes. On a beaucoup de résultats de recherche là-dessus. Et puis, je voudrais insister sur un quatrième facteur qui est important, c'est que dans les mécanismes de désinformation, et on est un peu obsédé par cette idée virale, et là, la métaphore du virus n'aide pas pour les mécanismes sociaux, qu'un désinformateur un peu caché, un peu obscur, quelqu'un qui est dans les caves du web ou qui est dans les souterrains d'agences d'information ou bien des mécanismes publicitaires manipulateurs ou bien des robots éventuellement russes, etc., sont en train de conquérir l'opinion publique pour la faire shifter ou la modifier. On observe, en réalité, les gens changent assez peu d'opinion quand un individu obscur ou un robot sous pseudonyme vient leur donner des messages de ce type-là. La désinformation, elle ne vient pas des caves, elle vient du haut. Voilà. Il y a des mécanismes d'opinion forts qui sont créés par le numérique et encouragés par le numérique et qui sont problématiques quand des acteurs centraux à forte visibilité et souvent dans des médias de masse traditionnels, la télévision joue un rôle, relaient les thèses erronées, fausses ou complotistes. Je n'ai pas besoin de vous refaire l'histoire de Donald Trump. Ce n'est pas les agents russes, et les études passent leur temps à dire, ce n'est pas les robots, les agents russes ou des petits systèmes commerciaux d'influence de l'opinion américaine qui ont fait l'élection de Donald Trump, c'est Fox News et le compte de Donald Trump. Et vous pouvez prendre tous les débats, quand on a une opinion qui s'est très fortement clivée sur des thèses qui sont problématiques et parfois appuyées sur des énoncés erronés et faux, c'est qu'en réalité, vous avez des acteurs politiques, vous avez des journalistes qui ouvrent leurs portes constamment, et les talk-shows jouent un rôle très important, pensez à CNews en France, on ouvre la porte à des gens qui sont les relayeurs de ces thèses erronées et fausses. Alors je voudrais vraiment finir par un dernier point. Du coup, le tableau peut paraître à la fois un petit peu pessimiste et en même temps en vous disant faisons attention à ne pas avoir une description trop radicalement critique des effets propres de la technologie. Une partie de ces effets sont aussi produits par nos propres actions, hein, et notamment les mécanismes de polarisation. Hein, si on veut regarder les mécanismes de polarisation, les gens les plus idéologiques, ceux qui sont actifs, prenons Twitter, les gens qui vont créer de la polarité, et Twitter est un très bon cas, qui vont être les plus idéologisés sur les thèses les plus extrêmes. Et en fait, en réalité, il y a un petit peu d'extrême gauche, mais c'est la plupart du temps, c'est de l'extrême droite. Hein, c'est massivement des phénomènes d'extrême droite. Vont tweeter ou retweeter 150 énoncés mais dans l'heure. Hein, et je dis dans l'heure, ça pourrait être dans les 10 minutes. Donc on a un comportement d'une toute petite minorité d'utilisateurs extrêmement actifs qui vont produire des tendances sur Twitter, qui vont fabriquer des polémiques en allant taper sur l'adversaire, qui du coup va répondre, et ça il faudrait ne pas répondre, mais l'adversaire va répondre parce qu'il va être indigné par la provocation, qui crée des trending topics, et là les algorithmes y contribuent, que regarde, on pourrait dire, le chef d'édition de l'émission de plateau d'une chaîne de télévision, qui va inviter les personnes qui sont en polémique et qui va les mettre à la télévision et qui va fabriquer de l'opinion. Donc on a un mécanisme de polarisation dans lequel nous nous laissons tous, et l'aventure Éric Zemmour est exactement cette aventure, ce qui s'est passé entre septembre et octobre, c'est une histoire de ce type-là, qui vont mettre en scène des thèmes d'information qui nous sont imposés dans une polarisation qui n'est qu'une polarisation subjective par ces mécanismes d'utilisation et de transformation du réseau pour fabriquer des polémiques les plus tendues possibles. Et si la polémique est très tendue, des gens qui ont des opinions plus modérées, des gens qui ont des opinions plus complexes, des gens qui pensent A, mais qu'en même temps il y a un petit peu de B dans A, etc. Enfin, tous ces gens qui auraient envie de dire ou d'exprimer des choses un peu plus subtiles se taisent. Et l'effet majeur de la polarisation polémique des réseaux sociaux, c'est en réalité la silenciation de tous les autres. Ils vont parler sur Twitter, mais de toute autre chose. On ne va pas parler d'information et de politique, parce que là, si on entre là-dedans,
j'ai mes amis qui me suivent, il y a ma réputation, c'est compliqué, j'ai pas envie de me prendre un mauvais buzz, je vais me taire. Et donc il y a un effet de silenciation qui a lieu. Et donc moi, ce que je voudrais vraiment vous dire, je termine définitivement cette affaire, c'est que le web des origines, le web des pionniers, le web de l'innovation, le web qui donne aux individus une sorte de pouvoir ou une capacité de faire, de créer, etc., il est toujours là. Il est un peu écrasé par le monopole économique des grandes plateformes, il est un peu imposé par ce mécanisme de polarisation que j'ai évoqué très brièvement, mais il est toujours là. Alors moi je suis membre du conseil des ministres. Du conseil d'administration du Fonds pour la presse libre qui a été mis en place avec les fonds initiaux de Mediapart, mais mis en place pour aider, sauf Mediapart, des médias indépendants à se créer et à vivre dans des modèles économiques soutenables, à arriver à véritablement se développer. Et c'est incroyable ce qu'on découvre. C'est-à-dire qu'on découvre qu'en réalité, il y a une gamme extrêmement riche, extrêmement vivace de jeunes journalistes, de pigistes, de collectifs de rédaction, etc., qui cherchent bien à produire de l'information dans lequel on ne soit pas polarisé dans un débat quasiment unique autour de l'identité et de l'immigration, mais qui cherchent à produire des récits du monde qui soient nouveaux et originaux. Alternative économique, AOC, Basta, Bondi Blog, La Déferlante, Le Courrier des Balkans, Le Poulpe, Le Ravi, Les Jours, Les Surligneurs, Mars Actu, Médiacité, Orient 21. Je pourrais faire une liste interminable, en réalité. Ils sont peu soutenus. Ils sont dans une économie dans laquelle l'indépendance du média est absolument centrale et essentielle pour eux. Ils sont toujours dans cette idée qu'on peut arriver à faire vivre une information originale, nouvelle, riche, investigatrice, critique. Ils ne sont pas dans la désinformation et la fake news, mais plutôt dans cette idée précise, importante de mieux décrire les réalités de notre monde plutôt que de nous enfermer dans des débats un peu stériles qui sont fabriqués par les talk-shows que j'ai évoqués tout à l'heure. Et c'est pour ça que je crois que le web est toujours vivant, qu'il est toujours là et qu'il faut le soutenir et l'encourager. Merci. Merci Dominique pour ces propos qui sont très éclairants sur un sujet qui nous concerne tous. On le voit bien. Alors, en tant que philanthrope, être sensibilisé à ces sujets-là, il est extrêmement important pour aussi pouvoir voir un peu quel type de solutions et d'actions on peut proposer. Et dans ces différents panels, on a décidé de pouvoir faire intervenir justement des philanthropes pour pouvoir réagir par rapport à ces sujets et nous présenter effectivement le type d'action qu'ils peuvent avoir dans ce sens-là. Et donc pour cette première table, j'aurais invité Florence Durand-Tornard, qui est membre du comité exécutif de la Fondation AFNIC, pour pouvoir réagir sur le sujet. Bonjour Florence. Merci beaucoup. Je vous remercie à double titre. D'abord parce que c'est intéressant pour l'AFNIC de déployer un petit peu ce travail qu'elle mène avec sa fondation sur les fonds récoltés et bénéfices du point .fr, ce nom de domaine, puisqu'on est tous soumis à des noms de domaine dans nos outils numériques. Et ensuite, parce que j'ai eu le plaisir d'entendre à nouveau Dominique et de le retrouver, et évidemment, ayant participé avec tant d'autres du secteur associatif à l'époque au début du web en France, j'ai apprécié évidemment à peu près toutes les idées que tu as portées, puisque je suis d'accord sur tout, donc je ne reviendrai pas sur certaines d'entre elles, et les questions que tu as ouvertes mériteraient un débat très ouvert, et j'espère qu'on pourra le porter au-delà de ce cercle dans vos secteurs, dans vos associations, etc., puisque nous sommes chacun producteurs d'informations et que nous devons comprendre ce que nous produisons essentiellement et ce que nous en faisons et pourquoi nous le faisons. C'est simple, mais c'est un peu aussi le message. Et j'ai remarqué dans ta sémantique l'utilisation que tu fais du mot web en parlant du passé souvent et du mot numérique qui est le mot actuel. Et moi j'aime bien cette pluralité des termes,
et de rendre au langage qu'on pratique, hein, puisque la parole se transforme aussi sur ces outils numériques. Avec ces outils numériques, le langage se transforme, les lexiques se transforment. Et sur cette question, parler de la toile, parler du réseau, parler du lien, c'est différent que de parler de la technologie, de l'outil, des dispositifs matériels essentiellement qui permettent la virtualisation, telle qu'on veut le dire, des sociétés. Et donc, je trouve qu'il est intéressant de continuer à déployer cette notion de réseau qui me semble essentielle, d'autant que c'est ce que fait majoritairement, et tu nous l'as rappelé, le numérique et le web, et c'est ce qu'ils font ensemble aujourd'hui, et c'est ce qui se passe sur la question de l'information. Alors également, je suis donc déléguée générale de l'association Ville Internet, et ça m'autorise peut-être à vous faire part d'une réalité elle aussi positive. Hein. Quand on a démarré, on parlait des chances et des risques. Il y a eu un appel au G7 en 95 sur cette question des chances et des risques de l'entrée dans la société de l'information. Hein. C'était les termes de l'époque et c'est intéressant de les rappeler aujourd'hui. Eh bien, on a compris une chose importante, c'est que dans une période de mondialisation, et les outils numériques en réseau ont porté cette mondialisation, évidemment, économique, commerciale, idéologique, sociale, avec des bénéfices et des travers qui se révèlent aujourd'hui dans l'exacerbation des polarisations, comme tu le disais, qui sont à la fois politiques, écologiques, mentales. On pourrait y revenir. Je rappelle un petit ouvrage de Félix Guattari, Les Trois écologies, qui est un peu mon point de repère de longue date, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer au moment de la rédaction de cet ouvrage. Et vraiment, c'est un tout petit livre, hein, Les Trois écologies de Félix Guattari, mais ça nous dit beaucoup sur ces trois écologies, mentale, sociale et environnementale. Et la mondialisation, aujourd'hui, eh bien, n'est que la représentation des territoires et de la territorialisation qu'on peut faire de nos réalités sociales, économique, écologique, mentale. Je continue sur cette logique. Et je pense qu'il faut considérer que là où nous sommes chacun, dans nos villes, dans nos villages, et je retrouve là donc, le réseau Ville Internet aujourd'hui qui travaille là-dessus, nous produisons des réseaux locaux, appuyés, densifiés par le numérique. Et ça, c'est un changement fondamental qui est basé évidemment sur l'information locale et sur le lien et sur l'échange local. Donc il y a une forme de socialisation qui se passe indiscutablement dans les territoires avec ces outils, qui permet des formes de solidarité, des formes d'associativité au sens de ce qu'on porte dans le tiers secteur. Et je pense qu'on doit être très vigilant à entretenir cela. C'est ce que, en tout cas, c'est le prisme par lequel je travaille, qui est une forme de reterritorialisation. C'est des grands mots qui ont été utilisés, et à juste titre, à mon avis, dans certaines situations par rapport au web. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans un monde qui est ailleurs, avec le numérique. On vit chez nous, là où on est. Et en relation, et c'est ça qui est nouveau, avec dans cette ubiquité dont on parle, avec des relations qui sont déployées, asynchrones, qui peuvent se passer dans des temps différents. Et donc ces caractéristiques-là produisent des choses qui sont extrêmement utiles. On le verra dans nos territoires, par exemple, sur la question des services publics. Ce n'est pas parce que le numérique, voilà, du coup j'étais partie, c'est diffusé partout qu'il est également approprié par tous. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur la pédagogie de ces outils. Et je suis prudente parce que la pédagogie, l'information, la désinformation, ça va un peu ensemble malheureusement. Et essayer de réfléchir justement à cette appropriation de l'outil numérique comme un outil de production
plus que comme un outil de réception. Et je pense qu'on est là sur quelque chose qui est majeur et ça doit être peut-être le sujet sur lequel on doit s'orienter essentiellement en matière de lutte contre l'exclusion numérique. Quand on parle aujourd'hui de 13 millions de personnes qui seraient exclues du numérique, je ne rejoins pas ce chiffre-là qui n'a pas de fondement suffisamment solide d'après nos études et les chercheurs avec lesquels on travaille, essentiellement des géographes, dans l'association Ville Internet en tout cas, et dans les milieux de soutien et d'aide et de lutte contre l'exclusion numérique. Donc je crois qu'il faut qu'on souligne combien les associations accompagnent à l'usage du numérique dans les territoires et combien, on le voit au travers des réponses aux appels à projets de la Fondation AFNIC, combien l'accompagnement dans des ateliers numériques, dans des démarches d'accès à l'outil, de compréhension de l'outil, de gestion de l'outil, y compris de sa consommation, de ses déchets, voilà, on est sur, effectivement, apprendre des comportements citoyens et j'ai envie de dire, le mot qui me vient, c'est sain, au sens simplement d'une régulation spontanée qu'on peut faire de bon sens. Ce sont des outils qui portent nos subjectivités. Et dans ce sens, effectivement, il faut accompagner ceux qui en seraient le plus exclus, parce que ne rajoutons pas de l'exclusion aux exclusions. Et c'est vrai que l'exclusion du numérique aujourd'hui, notamment pour les plus jeunes, pour les enfants qui sont éloignés du numérique, ou en tout cas des usages du numérique qui pourraient leur être utiles, on le voit dans les écoles, eh bien, il y a lieu de créer des dispositifs d'accompagnement. Et c'est ce que fait la Fondation AFNIC en soutenant des projets. Il y a eu 92 projets pour lesquels un peu plus d'1,3 million € ont été déployés l'année dernière. Il y a 3 appels à projets qui sont en cours en ce moment encore. Je vous invite à aller voir sur le site Fondation AFNIC pour découvrir comment nos fondations travaillent à accompagner cette appropriation citoyenne, on va dire, et sociale du numérique, de manière à apporter toutes les valeurs et toutes les idées qu'on a essayé rapidement de déployer maintenant. Voilà. Merci Florence. Déjà pour cette démonstration de non-dépendance à la technologie, de pouvoir continuer à se faire entendre malgré la coupure technique, qui est assez à propos dans le débat, je trouve. Absolument, absolument. On peut porter la voix. Et puis pour ce bon exemple aussi, vous évoquiez le passage de glissement sémantique du web au numérique, avec le World Wide Web qui était global, et finalement maintenant des applications qui sont très locales du numérique et qui permettent de resserrer le lien social et finalement de faire progresser aussi la vie démocratique à des échelles très, très, très locales. Et merci pour ces exemples qui nous montrent effectivement la puissance du numérique, à la fois en termes de résolution, mais aussi en termes d'évolution et de mutation et d'émergence de nouveaux problèmes ou sujets. Dans ces formats, on souhaite aussi pouvoir vous laisser la parole et vous laisser poser des questions aux intervenants. Et donc, écoutez, la parole est à vous. On peut circuler un micro pour le sujet. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Michel Caron de la Fondation CETEC. Dans les années, fin du XXe siècle, on était encore dans un monde où le pouvoir était très centralisé, très concentré. Et puis, ne serait-ce qu'en France, dans les années 80-90, arrivent les lois de décentralisation. Et le numérique arrive, amplifie ces choses-là, et on se rend compte qu'on se dit à un moment donné, au fond, le pouvoir il va être totalement décentralisé, plus concentré du tout, et il va appartenir à Pierre, Paul ou à Jacques qui va pouvoir exprimer son besoin. Mais vous avez dit à fort juste titre qu'avec la faible profondeur de champ des analyses qui sont proposées sur le net, au fond, on arrive à du blanc-noir, du Poutine-Biden, du Kiev-Kremlin. Est-ce que le pouvoir, il est au fond si déconcentré que ça, aujourd'hui ? Non, c'est une excellente remarque. Si je suis pessimiste, je vous dirais que en fait, le numérique a recentralisé. Voilà. Ça, c'est la thèse très pessimiste, mais c'est que et dans un paradoxe,
incroyable, hein. C'est que nous avons accès à une offre d'opportunités informationnelles, de services, etc., extrêmement forte. Et pourtant, tous collectivement, alors qui est responsable? Est-ce que c'est nous individuellement ou est-ce que c'est finalement cet effet de réseau, on appelle ça un effet de réseau des plateformes? On va tous au même endroit. On parle tous du même thème. Les médias devaient être recomposés par une sorte d'agenda beaucoup plus ouvert à la diversité des descriptions du monde. Et finalement, on parle tous du même sujet. Rappelez-vous, alors, mais on est dans la même situation si vous regardez les consommations musicales ou culturelles, etc., celles qui venaient au début avec les réseaux peer-to-peer, etc., les gens avaient accès à un catalogue, mais qui est absolument fabuleux. Mais en fait, ils continuent à regarder tous. 95% des consommations étaient réservées à 0,1% des contenus. Et donc, on a un effet qu'on appelle longue traîne, hein, c'est ces courbes comme ça, dans lesquelles 98% ou 95% des utilisations se concentrent en fait sur une toute petite fraction de l'information disponible. Mais il y a la longue traîne. Et donc, le changement, c'est qu'il reste une longue traîne. Alors, les plateformes nous capturent notre attention pour essayer de nous guider vers des centres ou des éléments de cet ordre-là. Mais il reste d'autres possibilités ou des contenus nouveaux, plus riches, etc., qui sont toujours présents. Alors ça, c'est pour la centralisation des contenus. Et sur la question du pouvoir, on est dans un paradoxe, mais qui là, vraiment, là, je le dis, voilà, n'est pas complètement imputable au numérique. Même si je pense que les réseaux sociaux y ont joué, c'est qu'on est en train de basculer dans une société assez complexe, en fait, où le pouvoir très très haut se renforce et le pouvoir de l'individu devient une sorte d'idéologie centrale. Donc je sais, je vais faire par moi-même, etc. Et donc en réalité, et c'est quand même une difficulté centrale, c'est la confiance dans les institutions intermédiaires, hein, etc., qui s'érode, qui se détruit, qui est l'objet de critiques constante et multiple et variée. Et donc, on a une description de la société dans laquelle, effectivement, on recentralise très, très fortement. Et en même temps, on a un bruit de fond critique très individualiste dans lequel je sais, je fais, et je ne fais plus confiance à personne pour me représenter dans les échelons intermédiaires. Et c'est sans doute là, mais là, je ferai un diagnostic un petit peu qui mériterait beaucoup de nuances, mais un des effets finalement de la forme de la société civile numérique. On pourrait dire que la société civile des années 70, c'était celle des ONG, voilà, des associations, de ce tissu important, et qui est toujours là, en réalité, hein, et qui est toujours là. Mais que la société des réseaux sociaux, elle nous a aussi dit, bah, c'est un petit peu l'individu roi, l'individu un petit peu narcissique aussi, on connaît toutes ces pratiques numériques multiples, etc., et qui ne fait plus confiance à grand monde et qui du coup fabrique des choses un petit peu individuelles. Moi je suis très frappé parce que je l'ai su beaucoup, là j'ai dit du mal de Twitter, je voudrais dire du bien d'Instagram, parce qu'en réalité il y a plein de causes politiques, hein, sur l'environnement, sur l'éducation, sur la biodiversité, sur le féminisme, etc. En fait il faut aller sur Instagram plutôt, hein. Mais tous les mouvements de la 3e ou 4e vague féministe là, qui a lieu actuellement sur Instagram, c'est des comptes individuels. C'est même plus des associations, c'est-à-dire que c'est des comptes individuels. Et donc il y a aussi un travail d'individuation qui s'est fait et dans lequel effectivement je pense que les formes de la réputation numérique ont contribué à défaire un échelon intermédiaire de collectifs voilà, plus constitués, plus solidement assis, plus coopératifs et dans lequel on délègue à des porte-parole, des personnalités, etc., ou des groupes d'experts, le soin de faire un travail plus collectif et qu'il y a une petite individualisation qui a eu lieu, enfin une grosse individualisation qui a eu lieu dans ce phénomène. Oui, simplement rappeler effectivement que le pouvoir appartient à celui qui l'exprime finalement et que c'est là où les choses se compliquent avec les réseaux numériques. Aujourd'hui, encore une fois, en France, pour les Français, et les géographes nous l'ont rappelé, je vous l'ai dit tout à l'heure, les élus locaux restent le politique de proximité dans lequel on a aujourd'hui confiance et qu'on va
suivre, hein, d'où l'importance du signal qui a été dans l'élection présidentielle, la question des signatures, qu'on a essayé d'étouffer, mais qui est restée bien réelle. Et les élus ont pris une position assez représentative, peut-être, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de ce que les Français expriment, hein, la lassitude par rapport au jeu politique installé dans ce pays. Excusez-moi pour cette parenthèse, mais vous nous avez sollicité sur le pouvoir, donc je me permets aussi de rappeler ça. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on encourage et qu'on entoure dans nos organisations. C'est la capacité d'agir politiquement au sens de la citoyenneté active dans nos territoires, là où on vit. Et ce ne sont pas des mots, enfin, c'est une réalité qui se passe effectivement, surtout dans une période où, vous le savez, la population retrouve du lien avec son monde rural, comme on dit, ou ses campagnes qui sont extrêmement vivaces, actives, pour toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui dans les différentes crises alimentaires, écologiques, etc. Donc effectivement, le pouvoir citoyen existe bien dans ce pays. Encore faut-il qu'il arrive à s'exprimer, à prendre sa place dans les réseaux sociaux grâce à ces organisations humaines et à ces communautés physiques, hein. Et encore une fois, c'est ça qui reste essentiel. Il n'y a pas de réseau numérique, j'avais l'habitude de dire, donc je le reprends, sans réseau humain, évidemment. Alors là aussi, ça sent le slogan, mais c'est une simple réalité. Merci. On a le temps pour une dernière question. Donc Marie-Stéphane, je t'en prie. Bonjour, Marie-Stéphane Maradex de la Fondation Carasso. Alors, je voulais poser une question sur la question de l'éducation, mais je voudrais rebondir sur le dernier propos. Je crois qu'on assiste aussi à peut-être alors je ne sais pas si c'est une révolution, une transformation, mais c'est la question de la crise sur les tiers de confiance. Et dans notre secteur, nous sommes des tiers de confiance. Le secteur associatif, les fondations, particulièrement quand on collecte des fonds, nous sommes des tiers de confiance. Donc ça interpelle beaucoup parce qu'il y a une extrême individualisation. On les constate. Enfin, The Event est un très très bon exemple où la jeunesse se mobilise, mais elle se mobilise pour les youtubeurs qui font des bêtises et non pas pour l'association qui porte. Alors tant mieux pour l'association qui en bénéficie, mais on se rend bien compte de ça. Et ça fait le lien alors, justement avec la question de l'éducation. Et vous me permettrez de prendre un exemple personnel. Moi, j'ai mon dernier qui est au lycée, qui est en seconde, et dans la même semaine, il a eu une intervention de sensibilisation à la lutte contre les addictions et une intervention sur l'usage des écrans. Donc en gros, c'est pas bien de consommer de la drogue, c'est pas bien un abus d'écran est mauvais, avec des injonctions contradictoires, puisque par ailleurs, il n'a aucun livre, il n'a qu'une tablette numérique avec tous ses livres. Donc, et des jeunes qui usent effectivement et abusent sans doute des écrans, mais qui, ce type de propos les dépasse complètement. Alors ma question est la suivante, c'est que j'ai un peu le sentiment en tant que parent que l'éducation nationale et peut-être l'enseignement supérieur, donc vous qui êtes à Sciences Po, en fait, ne considère pas encore peut-être ce numérique comme un nouveau langage, comme un nouveau langage, donc avec des usages, et pas uniquement le langage du codage, qui est la partie technique, mais comme un nouveau langage d'usage. Et que finalement, toutes les mobilisations que nous, Fondations, on essaie de faire sur développer l'esprit critique ou ce que vous faites, etc., c'est un peu cautère sur jambe de bois, parce que c'est à chaque fois des petites actions et ce n'est pas profondément ancré dans le système éducatif pour s'approprier, en bien ou en mal, peu importe, mais en tous les cas, comme un nouvel langage constitutif de ce qu'on est aujourd'hui et probablement de demain. Donc je voulais savoir comment de votre point de vue, vous voyez en fait l'intégration de la dimension éducative sur ces nouveaux usages et qui devraient être, je veux dire, on devrait l'apprendre comme le français, l'anglais, l'histoire géo, les maths. Oui, simplement un petit mot, parce que je suis également au comité permanent du CLEMI sur l'éducation aux médias, qui est un organe de canopée du ministère de l'Éducation nationale et qui a travaillé peut-être un peu trop tardivement sur la question numérique, c'est certain, puisque ce sont eux qui organisent la semaine de la presse, par exemple. Effectivement, il y a un gros travail sur l'éducation aux médias qui est fait et maintenant le temps a été rattrapé. Je voudrais souligner que de mon point de vue et de mon analyse, après tout, j'ai traversé, je crois, 13 gouvernements différents depuis qu'on voit l'Internet arriver. Le ministère de l'Éducation nationale est celui qui, à mon avis, a été le plus constant,
le plus souple dans l'approche du numérique et que la structure qui s'appelle aujourd'hui Direction du numérique éducatif au ministère de l'Éducation nationale fait du mieux qu'elle peut, bien sûr, hein, dans le contexte, mais arrive à des choses tout à fait pertinentes. Et les organisations du ministère, je le souligne parce que peu de ministères ont atteint ce niveau d'humilité aussi face à cet outil très difficile à manier, notamment par rapport aux enjeux éducatifs. Également parce qu'il y a une liberté des profs, notamment, qui est réelle sur le déploiement, y compris d'outils, y compris de contenu, et ils sont assez bien encadrés, au sens où on leur donne les moyens, les outils, etc. Et il faut le reconnaître. Je crois que la France se place bien d'ailleurs par rapport à d'autres pays sur ce point. Donc oui, il faut porter sur l'éducation, évidemment, mais je crois que les actions que nous menons, si je me permets, sont extrêmement utiles aussi, ne serait-ce que parce qu'elles révèlent à des acteurs plus centralisés la réalité des besoins qui s'expriment dans nos territoires. Alors là aussi, c'est un peu une évidence, mais il est parfois bon de les rappeler. Elles ont un impact réel et je crois vraiment qu'il faut continuer à agir localement et on révèle des réalités qui sont utiles ensuite pour une généralisation qui pourrait être portée. Sachant que par ailleurs, voilà, on sait qu'il y a une crise de l'éducation dans ce pays et elle n'est pas finie et le numérique ne la simplifie pas, c'est certain. Hein. On l'a vu dans la période qu'on vient de traverser, mais je n'irai pas plus loin. Mais en tout cas, il y a un travail qui est mené. Les élus locaux sont extrêmement attentifs à ça. L'équipement des écoles aujourd'hui est à peu près, évidemment, hein, on peut bien mieux faire. Hein. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des villages et certains quartiers dans les villes, y compris des grandes villes, qui ne sont toujours pas connectés à Internet. Hein. La fibre arrive au pied des immeubles, mais ne monte pas dans les appartements. Donc, on n'y est pas. Mais je pense qu'on est sur une bonne voie. Voilà, j'en veux pour exemple notamment l'éducation qui est faite sur les réseaux sociaux et je trouve que beaucoup d'enseignants se sentent en responsabilité et ont beaucoup de ressources produites par le ministère qui sont extrêmement bien faites par des gens intelligents, volontaires, dynamiques. Alors, je vois des têtes qui ne sont pas nécessairement d'accord, mais évidemment, rien n'est parfait. Mais franchement, il faut soutenir ça parce que sinon, ça peut devenir catastrophique. Hein. Mieux vaut faire que mal faire, encore une fois, excusez-moi pour ces platitudes, mais en matière de numérique, on a besoin de retrouver le bon sens. Hein. Et je pense que là, surtout en ce moment, c'est essentiel. Donc, il se passe des choses utiles dans nos territoires et efficaces pour l'esprit critique des jeunes, pour leur indépendance vis-à-vis des médias. Et je trouve que finalement, ça se passe pas mal. Alors, je ne sais pas comment tu le ressens, Dominique. Alors, oui, je sais pas, peut-être pour répondre, mais très rapidement, j'ai compris à vos deux questions, en fait. Si on revient à la question de l'accaparement du pouvoir, en fait, hein, et des structures intermédiaires et du pouvoir pris par les grandes plateformes, il y a quelque chose de central qu'a dit Florence tout à l'heure, qui est en fait au cœur même si on veut dire, de l'esprit du numérique ou de sa culture, si on veut lui donner une culture, qui est qu'on n'est pas passif, on doit faire. On n'est pas le récepteur passif dans le format des médias traditionnels. Ce qu'ont fait les grandes plateformes du web, c'est qu'elles nous ont rendus très passifs. Hein. Elles ont réinstallé un rapport de force dans lequel finalement l'idée qu'on était tous contributeurs est devenue une situation dans laquelle il y a quelques mégastars que tout le monde vient cliquer et on défile le fil d'actualité. Donc elles ont transformé les plateformes du web en télévision. On est revenu dans un mode télévision. Donc qu'est-ce qui est éducatif ? Qu'est-ce qui est centralement éducatif ? C'est de remettre le récepteur passif en situation active. Voilà. Tous les dispositifs qui permettent de faire ça, et pas simplement de faire une story Instagram pour ses copains. Hein, voilà. Mais trouver des dispositifs éducatifs qui permettent de nous rendre actifs sont importants. Alors pour ça, il faut, ce que vous avez indiqué, que la culture, non pas du code au sens où on ne va pas demander à tous les gamins de France de coder en Python, hein, mais de savoir manipuler, de savoir monter, de savoir rentrer un petit peu dans le code, de savoir un peu comprendre comment fonctionnent ces algorithmes, parce qu'ils ne sont pas très compliqués. On nous dit toujours c'est compliqué, c'est des boîtes noires. Le principe est assez simple. De savoir aussi décoder ce qui joue est très important. Et puis de faire. Hein, et donc, alors à Sciences Po, on a lancé avec le Clémy
Sciences Po et l'AFP un projet qui s'appelle De facto, qui est sur la désinformation. Et c'est l'idée de mettre des chercheurs, des éducateurs et des journalistes ensemble sur ces questions. Parce qu'effectivement, il se joue plein de choses dans le monde de l'éducation, dans lequel on met les collégiens ou les lycéens en situation de faire. Hein. Vous avez vu que la directive, qui n'est pas toujours formidable, mais enfin là, au moins, elle met quelque chose. Mettre une web radio dans tous les collèges. C'est-à-dire, en fait, produire du journal collégien ou lycéen, produire de l'information contre la désinformation. Maintenant, il y a plein de techniques éducatives qui sont formidables, mais la première, c'est de demander à une classe de répandre dans l'ensemble du collège une fake news. Alors, comment vous allez la faire, comment vous allez la fabriquer, sur quoi vous allez l'appuyer. C'est-à-dire, en fait, de la fabriquer. Voilà, de faire. Voilà. Et moi, je pense que voilà, une grande partie on le sait, des solutions, enfin des points pédagogiques sur cette question-là, c'est de refaire basculer dans une situation agissante. Et c'était bien le propre du web, les individus. Et je finis quand même en disant, il faut s'occuper évidemment des collégiens et des lycéens. Sur les questions de désinformation, etc., c'est pas eux le problème. Hein. Vous savez que c'est plutôt des blancs âgés, des vieux monsieur blancs âgés, hein, qui colportent des... Voilà. Non, je tiens à le dire parce qu'on a une manière aussi de moraliser, etc., les plus jeunes, alors qu'on devrait tous participer de cette éducation numérique.